Bienvenue dans La Relève Horlogère, le podcast qui donne la parole à la nouvelle génération d'horlogers passionnés. Je suis Marion Gascou, enseignante designer en CAP et brevet des métiers d'art horlogerie au lycée professionnel Marcel Dassault près de Bordeaux. Je suis fière de vous présenter ce podcast. Dans cette série, mes élèves interrogent un horloger passionné, ancien diplômé de l'établissement. Comment a-t-il évolué? Quelle vie mène-t-il après le lycée Marcel Dassault? Quelles difficultés a-t-il rencontrées? Vous trouverez toutes les réponses dans le podcast de La Relève Horlogère. Nous sommes élèves en classe de BMA. À travers ce premier épisode du podcast, nous allons vous emmener dans les coulisses de notre métier de précision. Nous explorons son univers fascinant à la rencontre d'artisans ou de créateurs qui perpétuent l'horlogerie d'aujourd'hui et de demain. Notre objectif, transmettre notre passion, partager notre regard d'élève et faire découvrir la richesse d'un savoir-faire unique. Installez-vous confortablement, tendez l'oreille, venez faire un saut dans le temps avec Edwin Sicoli, diplômé en 2019. À quel moment tu t'es senti prêt pour ouvrir ton entreprise ? Je me suis senti prêt à lancer mon entreprise en CQP, quand j'étais en CQP. En dernière année d'horlogerie. C'est à ce moment-là où j'ai effectué plusieurs stages avec mes futurs confrères. Et à ce moment-là, je leur ai demandé si je pouvais les rejoindre, en fait. Donc forcément, si je leur ai demandé, c'est parce que à ce moment-là, je me sentais prêt. J'avais cette volonté de les rejoindre, et voilà. Ouais. Et quand tu t'es lancé, tu t'es seul dans ton entreprise. Et pourquoi tu n'as pas voulu être avec d'autres personnes ? Ah bah si, on n'est pas seul. On est plusieurs, mais différemment. Je suis le seul chef d'entreprise de ma propre entité, mais on est une pépinière d'entreprise, coworking, de plusieurs entreprises indépendantes, seul sans être seul en fait. Moi j'ai rejoint l'équipe alors qu'elle existait déjà. Ça faisait déjà 2 ans, me semble-t-il, si je dis pas de bêtises, 2 ans et demi, que le concept existait. C'était déjà 4. J'étais le 5e à les rejoindre. Donc ensuite c'est suivi, nous étions à ce moment-là dans le premier atelier. D'autres personnes nous ont rejoints, une 5e, puis une 6e lorsque nous étions dans le 2e atelier. Bon après il y a eu une petite séparation et tous les indépendants sont partis, les 6 horlogers sont partis. Nous avons emménagé dans un dernier atelier où nous sommes donc 5 et un 6e qui est parti sur Bordeaux Centre reprendre un autre commerce. Voilà. Et on reste en contact, en très bon contact. C'est simplement, lui spécifiquement a choisi autre chose. Et nous, on a décidé de perpétuer un peu le principe parce que c'est quelque chose que tout le monde adore. Nous aussi bien, toute la logistique, le financement, l'ambiance, mais aussi nos clients, que ceux qui soient professionnels ou particuliers, ils adorent le concept. Ils trouvent quelque chose d'authentique à travers notre structure et c'est top, c'est génial. Et ça se passe très très bien. En fait, vous êtes une grande bande de copains qui travaillent ensemble. C'est ça. Ah, c'est cool. Ce que c'est devenu, ouais. Ça, c'est cool alors. Est-ce que c'est rentable comme activité ? Oui, parce que chacun... Là, nous, actuellement, on est structuré dans une GIE, donc un groupement d'intérêt économique. C'est un peu comme les pôles médicaux, en fait. Ça va être donc plusieurs médecins qui ont qui sont spécialisés, qui vont se regrouper au sein d'un même pôle. Là, à la place, on est des horlogers. Alors, chacun va avoir sa clientèle, chacun en fait la même chose, de la montre particulièrement. Chacun va avoir une petite sensibilité différente ou un type de clientèle qui diffère, mais le but c'est de mutualiser les dépenses, le local, les frais liés à beaucoup de choses, parce que le matériel, les consommables, l'agrément, et après chacun de son côté fait sa petite vie professionnelle avec sa clientèle, voilà. Donc oui, c'est viable dans le sens où chacun a son entreprise et il faut qu'il fasse du bénéfice, ouais. Ok, et donc ça vous permet de toucher plus de personnes en même temps ? Oui, parce qu'on peut mettre en avant du coup notre structure, et c'est ce qui va se passer de plus en plus. Ensuite, oui, par le biais des contacts, parce qu'il y a une mutualisation des contacts. On n'hésite pas à s'entraider, on n'est pas là pour se mettre des bâtons dans les roues, parce que sinon on n'a pas compris le concept. Ah bah oui. Et donc on mutualise cette aide, et ces pistes, c'est tout, on mutualise tout. Ouais, c'est bienveillant et c'est bien face à certaines problématiques parfois techniques, parce que ça arrive parfois, on peut avoir une pièce qui pète, mince, on se retrouve sur une montre où il n'y a plus beaucoup de pièces, est-ce qu'un tel là, tu connais un tel qui pourrait me dépanner, et là ça aide, on multiplie par 5, faut voir si c'est pas exponentiel la possibilité de trouver une solution, ouais. Et on est le seul atelier que je sache, déjà on est le premier me semble-t-il,
à fonctionner ainsi, et le seul encore actuellement à fonctionner en coworking, officiellement. Je crois, à préciser, peut-être qu'entre-temps, mais je sais qu'au tout début, ça n'existait pas, le concept. Ouais. Tout le monde s'y retrouve, tout le monde est content, les clients, les pros, les fournisseurs, les marques, non, il n'y a pas de souci. Et donc, tu gères une entreprise qui s'appelle Platine, et quel est son statut ? Alors je vais être auto-entrepreneur. Alors le statut n'a pas évolué parce que vu qu'il y a eu pas mal de mouvements ces dernières années, vu que ça a beaucoup bougé avec tous les emménagements, tout ça, des hauts, des bas, j'ai pas eu l'occasion de faire évoluer mon statut. Mais là maintenant, je vais pouvoir me pencher dessus tranquillement et vu que là on va pouvoir se pérenniser, s'épanouir là où nous sommes, je vais pouvoir commencer à me pencher sur le sujet. Ouais. Ok, et si tu voudrais faire évoluer ton statut, c'est pour quoi ? Je sais pas encore. Sincèrement, j'ai pas eu le temps d'y penser. Il y a il y a plusieurs types de statuts, des fonctionnements différents. Alors ce qui est bien, c'est que j'ai mes confrères qui ont un peu plus d'ancienneté que moi, qui chacun a essayé tel type de statut. Donc je vais pouvoir avoir des réponses à mes questions. Ça, j'ai pas de souci, on va pouvoir m'aider. C'est en ça aussi où c'est bénéfique, pas forcément que dans l'horlogerie. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai pas commencé à me pencher dessus. Ok, donc c'est pas à l'ordre du jour. Très prochainement, ouais. Très prochainement. Et donc, au fait que tu sois auto-entrepreneur, est-ce que c'est mieux qu'être en tant que salarié dans une manufacture ? Ouais, des fois, j'ai envie d'être salarié. Pourquoi donc ? Pour le côté, je touche qu'à une montre et je fais que des montres, et je fais que de l'horlogerie. Et puis dès que ça a sonné, je reste peut-être une heure ou deux pour finir mon truc, mais après je pars et j'ai le cerveau libéré, je pense à autre chose. Ouais, c'est un sacré investissement dans le sens où tu penses à tout en permanence. Parfois, il t'arrive en horlogerie de faire de l'horlogerie, c'est-à-dire tu fais beaucoup d'administratifs, de gestion, d'emails et t'avances pas. Il y a des fois, t'aimerais avancer, t'es sollicité énormément par téléphone parce que nous on fait de la sous-traitance, il y a beaucoup de questions, etc. Le privilège d'être à notre compte et des chefs d'entreprise, c'est que tu peux directement, les clients, qu'ils soient professionnels ou particuliers, ils ont directement le technicien, l'horloger au téléphone. Donc c'est un avantage. Mais par contre, c'est vrai que sur le papier, à l'établi, ça peut parfois être très gênant. Et des fois, tu fais que décrocher, tu as à peine eu le temps de te remettre dans la bulle. Donc il y a des fois où on répond pas, malheureusement. Et ça, c'est pas qu'on veut pas, mais il y a des fois, si on veut avancer, si on veut pouvoir rendre des montres en temps en heure, faut pouvoir ne pas répondre et se focaliser dans la montre. Donc il y a des fois, parfois, j'aimerais bien être salarié par rapport à ça. Mais après, à côté de ça, on a quand même une très grande liberté, c'est-à-dire au niveau du planning, des horaires. On a bien évidemment des impératifs, il faut qu'on gère. Mais au-delà de ça, si on est réglo, si on est dans les clous, après on peut se permettre alors soit de rester un peu plus longtemps, soit de partir plus tôt. D'adapter de personnaliser notre planning dans la limite du raisonnable. Il y a des fois, parfois, il va nous arriver par exemple que des malheurs. Dans la journée, il va nous arriver que désolé du terme, mais que des merdes. T'as beau essayer de changer de montre, allez, tu mets ça de côté, tu y reviendras plus tard. Tu vas sur autre chose, et puis là, hasard, pareil, t'as aussi une petite embrouille. T'enchaînes. Il y a des journées comme ça, tu sens que tu vas faire plus de bêtises et tu vas arriver à un point où tu vas faire vraiment de la grosse casse. Tu dis là aujourd'hui, tu sais quoi, je regarde, j'ai pas de rendez-vous, j'ai rien, allez, je prends l'air, je vais me changer. Ça, c'est vrai que ça fait partie des avantages. Bah oui, ça permet de un peu décharger quand ça décide de bloquer. C'est ça, pouvoir aussi choisir ses vacances. Ces périodes de vacances, on a envie de prendre une semaine pour se poser parce qu'il y a eu un trop-plein ou parce que t'as un truc de prévu, il y a un événement et t'as envie d'y participer. Ouais, c'est vrai que c'est cool, tu peux vraiment t'adapter. Mais à côté de ça, il faut être très rigoureux sur tout le reste. Ouais, faut savoir. Et voire ne pas hésiter à faire des horaires en plus. Ouais. Ok. Ah, c'est bien quand même de le savoir, ça. Ah oui. Et je te dis, il y a des fois, j'ai très envie d'être salarié. Ah bah ouais. Mais c'est pas tout le temps, c'est Oui. de rares occasions. Je suis saoulé. Donc, est-ce que vous voulez avoir un agrément et pourquoi ? À part si vous en avez déjà ? Oui, alors on en a déjà. On compte en avoir plus. On est en cours de validation pour certains agréments. Il y a certaines marques, en fait, ce sont simplement des comptes clients, ce ne sont pas véritablement des agréments.
des petites marques à droite à gauche, des petits groupes, pas véritablement horloger, mais plutôt orienté fantasy, horlogerie en fantasy, dérivés, tout ça, ce genre de des pseudo-marques qui appartiennent à des groupes et qui vont proposer des articles horlogers. Tout ça, et ce sera surtout des comptes clients. Donc ça, chacun peut avoir le sien. Ensuite, effectivement, quand on veut décrocher un agrément, il va falloir donc monter un dossier sur ce qu'il demande. Et le but, l'avantage, c'est qu'on peut encore une fois mutualiser donc les dépenses, parce que un agrément ça coûte très cher, très très cher, parce qu'il faut acheter tout le matériel, les tasseaux, certaines marques imposent vraiment l'achat d'une panoplie d'outils pour pouvoir démonter proprement leur montre ou travailler sur leur mécanisme. Et les prix, c'est les prix à la Suisse, quoi. C'est très très cher. Ah bah oui. Alors que le truc, l'élément, on pourrait très bien le fabriquer nous-mêmes en Delrin, ça marcherait très très bien. Hein. Il existe des alternatives, mais bon, c'est passage obligé. Il faut montrer patte blanche. Pareil aussi sur l'outillage. Parfois, il faut acheter des machines spécifiques, des potences Orea pour démonter des tubes, des tubes vissés, des poussoirs. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous imposer. Puis là, dernièrement, par exemple, pour pouvoir décrocher l'agrément, un certain agrément, il nous faut un caisson pour les produits chimiques qu'il y a dans la machine à laver les montres, la machine Elma. Donc là, on est en train de faire fabriquer sur mesure un caisson, et c'est ce qu'on va faire pour pouvoir décrocher. C'est le seul petit élément qui nous manque, et après, ça va pouvoir prendre la suite, prendre son cours tranquillement. Et pourquoi ? Parce que c'est nécessaire pour réparer les montres. Certaines marques vont refuser de fournir des pièces, tout simplement. Donc si on a passé toutes les formations, si on montre qu'on a tout l'équipement nécessaire pour être sûr qu'on soit au niveau de leur prestation SAV. Mais d'autres vont simplement refuser, comme par exemple Rolex. Alors là, il existe des alternatives. Nous on a beaucoup d'alternatives, des contacts encore une fois, des choses comme ça qui permettent de trouver de la pièce. Donc on s'adapte. Et alors ce qui est marrant, c'est que c'est une marque finalement qui est très diffusée. Donc on a eu l'occasion de travailler énormément sur cette marque. On fait beaucoup de choses dessus, beaucoup de prestations, beaucoup de types de services. On propose même beaucoup de choses que les gens apprécient. Donc c'est-à-dire le travail sur mesure, on veut dire le devis sur mesure avec vraiment... on oublie le côté forfait, c'est-à-dire on va pas imposer comme les marques les forfaits, et c'est généralement pour ça que les personnes viennent nous voir à nous, parce qu'on va vraiment s'adapter à eux, ce qu'ils veulent. On va pas leur imposer de changer des kits aiguilles sur une montre vintage, quitte à dévaloriser leur montre. On va vraiment faire du sur-mesure, et c'est pour ça que finalement on voit beaucoup de ces produits-là, quitte à devenir des spécialistes finalement, des spécialistes de la marque, tellement qu'on en traite. En plus, tu t'imagines bien, nous 5, donc voilà, les échanges, le travail, l'expérience, c'est énorme. Donc face à ça, nous voilà pourquoi on est ensemble, pour pouvoir avoir certaines pièces pour certaines marques, aussi pour avoir tous ces contacts. Certaines autres marques donc, vont nous autoriser à nous passer les pièces en échange de formation ou d'achat de matériel. Et après, le reste, ça va être des petites marques où on peut très bien se passer d'un compte client, mais ça permet toutefois de pouvoir changer certains éléments qui sont propres à un modèle, comme le cadran, les aiguilles. De temps en temps, vous pouvez avoir un compromis pour remplacer l'agrément que vous n'avez pas. Ouais, mais il y a d'autres solutions génériques parfois qui conviennent très très bien, et qui sont même parfois beaucoup moins chères et qui conviennent, qui arrangent même le client, parce que tout le monde ne veut pas absolument le même élément. Donc on s'adapte, encore une fois, on s'adapte par rapport à la demande, on propose plusieurs solutions, et voilà. Et l'agrément, ça a l'air quand même bien pratique, mais est-ce qu'il y a certains agréments que vous avez eu, vous ou votre équipe, enfin les gens avec qui vous travaillez, qui au final, vous avez un peu regretté de l'avoir? Ouais, je pense à une en particulier, oui. Je ne vais pas la citer parce que la pauvre. Mais ouais, parce que en fait, on pensait l'intranet. Parce qu'en fait, quand on commande, on commande à travers un intranet. Il y a une en particulier où on était très déçus parce que l'intranet était vraiment très très mal fichu et limite ça nous fait perdre du temps. C'est incroyable. Les prix des pièces sont juste... c'est absurde. Enfin, c'est un petit élément d'habillage qui a tendance à tomber sur cette marque. C'est le genre de choses auxquelles on nous demande assez régulièrement de changer, enfin de remettre.
Maintenant le client il va refuser. Ouais, bah ouais. Forcément, à ce prix-là, c'est pas possible, quoi. Donc des prix hallucinants qui conviennent absolument pas à ce que c'est, par rapport à ce que c'est, par rapport à la petite chose que c'est. Donc oui, déçu particulièrement avec une marque, à cause de ces deux détails. Ouais. Ah oui, et un dernier détail par rapport à ça aussi. Après avoir payé l'agrément, tout ça, enfin voilà, après avoir passé tout ce qu'il fallait, on apprend qu'en fait on peut pas avoir les cadrans ni les aiguilles. Bon. Ah, ok. C'est super l'agrément, quoi. Donc bon. Mais bon, c'est le seul cas particulier où c'était un peu décevant. Voilà. Ok. Et maintenant, quand vous choisissez vos agréments, vous faites un peu plus attention ou... Après, il n'y en a pas 36 000, parce que si tu veux, la plupart, ça va être des groupes. Donc, il va y avoir tout le côté Swatch Group, Richemont. Donc, il n'y en a pas 36 000. Hein. Et ce qu'on essaie, c'est d'avoir un maximum. On essaie d'avoir ceux qui vont nous être le plus utiles, donc ceux avec lesquels on va pouvoir traiter le plus de montres, forcément. C'est ce qui rend intéressant et ce qui permet d'amortir le plus rapidement possible l'investissement. Par rapport aux réparations, au nombre de réparations qu'on peut effectuer, ouais. Vous faites partie d'un collectif d'horlogers auto-entrepreneurs, mais plus précisément, c'est quoi? Ça consiste en quoi, ce collectif? Et bien, comme je t'ai dit, à se regrouper pour mutualiser connaissances, passion, pour l'aspect financier aussi, pour mutualiser les finances, l'achat de matériel, l'investissement dans le local aussi, parce qu'on bénéficie du coup d'un local à 270 mètres carrés, donc c'est chouette, c'est un beau chouette local où on a vraiment des différentes parties distinctes pour le laboratoire, la partie salle, la partie propre, chose encore une fois que nous demandent la plupart des marques. Hein. Encore une fois pour respecter au maximum leurs demandes, les agréments, la localisation, ça nous a permis de choisir aussi un local qui est bien placé, qui est très avantageux pour notre développement. Et en soi, ce collectif d'horlogers, est-ce qu'il a un nom? Oui, ABH. ABH qui veut dire Atelier Bordelais Horloger. Et quel est son statut? C'est une GIE, un groupement d'intérêt économique. Ok. Donc c'est une structure, en fait, c'est pas à but lucratif, chacun va avoir une part équitable, tout le monde est au même niveau, et c'est pas dans l'intérêt de faire des profits, c'est juste pour se sécuriser, voilà. Et en même temps, ABH permet aussi que quand un d'entre vous veut avoir un agrément, qui doit acheter certaines fournitures, vous allez aussi l'aider financièrement pour qu'ensuite ce soit tout le monde. En fait, ça va être au nom d'ABH qu'on va demander l'agrément. Ah, ok. Voilà, ça va être au nom d'ABH. C'est au nom d'ABH qu'on se présente lorsqu'on fait des demandes d'agrément ou lorsqu'on va aller sur des salons. À l'avenir, de plus en plus, on essaiera de faire passer ABH. Ouais. Ok, donc maintenant, quand vous le pouvez, vous mettez ABH en... C'est pas encore installé, mais au fur et à mesure, ouais, on va développer tout ça. De le mettre en valeur. Oui. Ok, c'est bien. Oui. C'est pas commun et pourtant ça a l'air d'être super en soi comme idée. Ce qu'il faut qu'on réussisse à faire, c'est à faire comprendre aux gens que c'est le nom d'atelier et qu'ensuite derrière il y a tous les indépendants. Après, c'est pas encore fait, mais il faut qu'on réfléchisse à comment gérer un peu tout ça à l'avenir, quand il y aura des gens qui demanderont un BH, comment ça va se passer pour le dispatch. Voilà, il y a tout ça qui sera à préparer, à mettre en place, à convenir. Mais on n'y est pas encore. Là, on est fraîchement installé. On s'est installé le 1er décembre. Sincèrement, avec tout ce qui s'est passé, on est à peine installé, quoi. On vient tout juste de recevoir la dernière machine qu'on attendait en janvier. Ah oui, quand même. Donc voilà, on rattrape tout ce qu'on a à faire. On a de belles perspectives devant nous. Tout le monde est en accord avec nous, tout le monde est ravi pour nous et tous nos clients, je parle, tous nos partenaires et fournisseurs. Et donc là, ça y est, on est lancé. Là. Ok, ouais. Donc là, en soi, ça va. Et puis le local que vous venez d'acheter, il est plus grand que l'ancien que vous aviez ? Non, plus petit. Mais c'était, si tu veux, lorsque nous étions dans le premier atelier, c'est les dimensions qu'on aurait voulu idéalement. Et là, on est retombé sur quelque chose qui est ajusté. Et tout à l'heure, vous avez parlé d'une salle de machines, de chimie, à peu près. Laboratoire. Le laboratoire, et vous faites quoi à peu près dans ce laboratoire ? En fait, c'est la partie salle, ce qu'on appelle le laboratoire. C'est là où il va y avoir tout ce qui est usinage, là où il va y avoir toute la partie polissage. On a le lapidaire pour reprendre les chanfreins sur les montres haut de gamme. On a la machine laser, donc tout ce qui va être un peu cracra, le travail extérieur sur la montre. Ça va être dédié à ça. Toute la partie nettoyage aussi, le lavage.
Donc c'est cette partie-là qu'on appelle le laboratoire. Et ensuite, à l'opposé de l'atelier, on va avoir la salle blanche, ce qu'on appelle, qui est la partie où on est à l'établi la majorité du temps pour réparer les montres, démonter, et forcément qui nécessite une certaine propreté. Ok. Vous avez parlé dans la salle des machines, soit d'une machine, la lapiderme. Le lapidaire. Le lapidaire, et c'est quoi son fonctionnement Ça ressemble un peu à une ponceuse stationnaire, mais avec un peu plus de réglages, plus ajusté, mieux agencé, plus ergonomique pour un travail vraiment professionnel, et avec plusieurs supports, des sabots, plein de systèmes d'appui, et ce qui permet de reprendre les boîtiers. En fait, je prends un exemple, quand on a une montre qui est surpolie, un boîtier qui est poli en inox, on va pouvoir donc, alors si nécessaire, si vraiment c'est trop surpoli, que les dimensions sont altérées, l'architecture de la montre est altérée, recharger avec une machine laser, c'est-à-dire rajouter de la matière inox par-dessus, et pour ensuite passer sur le lapidaire et refaçonner les angles originels de la montre, et pour les rendre sharp en anglais, donc pour les rendre bien affûtés, afin de retrouver à l'issue un résultat proche du neuf, en fait. Ok. Voilà, c'est ça. Un travail de professionnel, quoi. Ouais, alors c'est un métier à part entière, hein. C'est vraiment un métier de polisseur. Ça existe, il y a des gars qui font ça à longueur de journée, même des gars qu'on suit qui restaurent des boîtiers, qui font que ça à longueur de journée. C'est vraiment un travail de ouf. Mais maintenant, c'est nécessaire. On n'est plus le petit atelier d'horlogerie qui répare et sur 1 cm², sur 10 cm², pardon, la montre, alors qu'il y a plein de bordel partout. Et c'est tout. Non, il y a beaucoup de demandes sur boîtier, c'est comme ça qu'on s'est développé, qu'on a développé notre matériel, et on nous demande de plus en plus d'interventions, des réparations bracelets, il y a beaucoup de choses à faire. C'est plus que ce qu'on s'imagine en fait du métier d'horloger. Voilà, ça a beaucoup évolué, c'est beaucoup de tout ça aussi. Qu'est-ce que le collectif t'apporte? Alors, tu as déjà dit les grandes lignes, mais toi, personnellement, dans ton travail, dans ta société, qu'est-ce que ça t'a permis, à peu près, d'avoir? Bon, déjà des bons moments. Oui. On s'est bien marré. C'est vrai que l'ambiance est assez unique. Individuellement, c'est pareil, hein, ça va être de l'entraide. Moi, à titre perso, dès que j'ai pu, j'aide. Dès que j'étais dans le besoin, on n'a pas hésité à m'aider. Que dire de plus Ça t'a permis de développer un peu mieux ton entreprise Platine? Ah oui, via les conseils. Ah, ok. Tous les conseils, ouais, ça oui. Ça depuis le début, parce que je suis pas le premier à être arrivé, donc j'ai eu droit à beaucoup de conseils sur la gestion, spécifiquement sur mon organisation, je dirais, sur tout ce qui est administratif. Moi, à l'inverse, j'ai beaucoup donné j'ai beaucoup donné de ma personne pour tout ce qui est travail sur ordinateur, c'est-à-dire conception des fichiers 3D, des fichiers Affinity Designer, donc tout ce qui est Adobe, des dessins un peu virtuels, tout ça. Ouais. Quand les autres avaient besoin, j'ai beaucoup aidé sur ce point-là. Parce qu'effectivement, chacun va avoir une petite spécialité. Ouais. C'est clair. Ouais, c'est quelque chose que j'ai oublié de mentionner. Ryan, c'est le pro d'Instagram, il met énormément en avant tout son travail, il est très doué pour tout ce qui est façonnage de boîtes, lapidaire, etc. Beaucoup de contacts aussi. Thibaut, ça va être vraiment Thibaut de Engrenage, ça va être tout ce qui est complications. Il a fait beaucoup de montres à complications. C'est de l'efficacité à fond, donc beaucoup de conseils de ce côté-là aussi. Tu vas avoir Alex qui, malgré lui, pour le taquiner que je dis ça, qui est le pro du quartz. Il est pas fier, non, je sais pas, mais il doit en faire du quartz pour que vous dites, que tu dises ça. Il a le seum parfois, mais c'est vrai que parfois, face à ces produits-là, il y a des choses on connaît pas tout, donc il nous aide énormément.
Mais il s'est aussi monté une grosse réputation depuis un petit moment là, sur la recharge de boîtes au laser et l'affûtage, enfin la cosmétique aussi. Il s'est bien rodé dessus aussi. Adrien, il va avoir aussi beaucoup de contacts aussi. Lui, c'est un gros réseau qu'il a. Un gros réseau et pas mal de tips aussi par rapport à des choses pour lesquelles on n'a pas de connaissances. Tout ce qui va être quartier. Lui, ça va être énormément à travers ses différents contacts. Il nous a sauvé la vie plus d'une fois aussi. Et pour moi, donc Alex, parce que j'ai pas mentionné, ça va être le quart d'heure bordelais. Brian, GMT Bordeaux. Thibaut, Engrenage, Enco. Adrien, ça va être le quantième. Il y a aussi Romain qui a décidé de reprendre Peter Péchel. C'est le seul c'est celui que j'ai mentionné qui nous a pas rejoint, mais avec qui on garde de très bons rapports, qui s'appelle le cabinet horloger. Et lui, alors c'était une tête aussi dans tout ce qui était complication, parce qu'il a eu l'occasion de travailler dans des boîtes où il fabriquait des mouvements, il faisait du prototypage, des trucs assez ouf. Il avait du matos, il avait des connaissances en matériel, en ajustement de balancier, des trucs qui nous manquaient. Il arrivait à te trouver vraiment le bout du problème, à essayer de grappiller le moindre petit truc. Vraiment, quand toi tu savais plus où mener de la tête pour essayer de faire fonctionner ton mouvement, c'était à lui qu'il fallait s'adresser aussi. Et généralement, il te sauvait la vie aussi. Et donc lui, c'est cabinet horloger. Et après moi, donc platine. Me semble-t-il, c'est pour tout ce qui est fabrication, conception, autour, même de manière générale, impression 3D, tout ce qui est aussi bannière, publicité, lorsqu'on fait des salons, des choses comme ça, j'ai pas mal, je suis un peu créatif, donc j'ai tendance à toucher un peu à tout, aux ordinateurs pour faire du dessin virtuel, donc en fait je vais être complémentaire sur tout ça. Aménagement un peu aussi, c'est aménagement, bricolage à l'atelier, ouais. Après il y a Louis aussi qui nous a rejoint, qui est le salarié donc d'Alexandre du quart d'heure bordelais, et qui lui aussi pareil un peu comme moi et avec en plus une dose de contact qu'il a pu se faire pendant quelques années. En fait on se complète, on se complète tous ensemble. En plus d'être un grand groupe de copains, vous êtes aussi comme des pièces de puzzle. Parfois on se fout sur la gueule, hein. Parfois il y a pas normal. Parfois il y a des petites embrouilles, bon ça arrive, hein. Oui. Mais le tout c'est ça, c'est qu'on reste transparent, on essaie de discuter, faut pas hésiter à être taquin, enfin c'est l'ambiance bienveillante, on n'hésite pas à se faire des trucs en dehors, il y en a qui vont surfer, on a des surfeurs dans le lot, on a qui font du sport, on n'hésite pas parfois l'été à se retrouver à faire un peu la fête aussi quand il y a les petits événements en extérieur, donc non c'est chouette, on se rejoint aux anniversaires des uns des autres, donc c'est une belle bande de potes qu'on est. Ouais. Ok, bon c'est bien parce qu'en plus ça permet de faire évoluer en soi ABH dans le positif. Oui, et tout ça dans une ambiance très top, et que tout le monde apprécie. Mais c'est génial. Et donc ABH qui est en soi le collectif d'horlogers, ça montre aussi qu'il y a une évolution dans le métier d'horloger. En plus de faire évoluer le métier d'horloger, toi ça t'a permis de rentrer à l'intérieur, d'avoir ton entreprise, et donc avec cette entreprise tu prends des stagiaires. Et pour toi, ça te fait quoi de savoir qu'aujourd'hui c'est toi qui enseignes à des stagiaires, qui leur transmets ton savoir ? Quand je m'imaginais plus tard accepter des stagiaires, je me voyais avec une certaine ancienneté, genre à 40-50 ans. Et non, finalement, c'est vrai que c'est arrivé bien plus tôt que prévu. Alors au début, je sais juste qu'il y a certains cas, bon, peut-être que j'ai peut-être manqué un peu de maturité au début, peut-être que j'étais pas si pédagogue, parce que là maintenant j'ai un peu mûri et je suis un peu plus pédagogue, on va dire. Après ça s'apprend en soi. Mais c'était que quelques stagiaires, c'est les premiers stagiaires, on va dire. Oh, c'était les tests. Ouais, mais après ça leur a quand même permis de rentrer, et en plus de ça, au début j'avais pas beaucoup de travail, donc assez rapidement ils allaient avec un de mes confrères et pour faire une montre ou deux, ou inversement ils passaient des montres.
Donc ça se passait comme ça au tout début. Parce qu'en plus de ça, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de débouchés pour les stages, c'est très compliqué. Donc dès que j'ai pu, j'ai accepté des stagiaires, même si j'étais pas, même si je manquais un peu de maturité et que j'étais pas encore apte, je venais tout juste d'arriver, quoi. Maintenant là, c'est convenable, enfin, ça se passe très bien. C'est aussi une expérience à prendre, quoi. Parce qu'on a des profils différents, au début on sait pas trop comment réagir. Mais là on s'adapte et là ça se passe très bien, il n'y a pas de problème. Et en soi, au niveau de vous et des sentiments, en se disant avant j'étais l'élève, j'étais le petit stagiaire et maintenant je suis le maître de stage, Ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir, ça passe vite. Ça passe très vite, le temps. Ça permet de se rendre compte que ça passe très vite. Mais c'est chouette. Et puis, alors on leur dit, hein, l'atelier, c'est vrai qu'il a une ambiance assez unique, parce qu'on est, voilà, ce côté très comment dire, pardon. Ouvert, plutôt cool, ouvert, un peu chill. Oui, à la cool. Alors malgré tout, on reste très sérieux. Oui, vous avez un juste milieu en soi. Bien sûr, ça n'exclut pas la bonne ambiance, mais à condition quand même de faire de faire le taf qu'il faut, de faire son chiffre. Il faut faire la part des choses, bien évidemment. Mais et les stagiaires apprécient énormément et je pense que beaucoup aimeraient rejoindre l'équipe s'ils pouvaient. Ouais, et généralement quand ils pensent ça, c'est-à-dire que bon, le stage s'est bien passé, ils ont appris des choses, parce qu'encore une fois on est 5, donc ils voient de la diversité, ils voient un peu tout, chacun en plus on va avoir du travail différent, donc on va avoir des clientèles un peu différents, des types de travail différents, donc en plus on travaille tous dans la même pièce, donc ils n'hésitent pas à aller voir un tel dès qu'il a une pièce intéressante, à s'intéresser à un process, quand on est à 2-3 sur une problématique, ils vont tous s'intéresser. Donc il n'y a rien de mieux, c'est lier l'utile à l'agréable, quoi, vraiment. Et je suis très content qu'ils puissent connaître ça, parce que moi j'ai connu ça et je suis super content d'avoir connu ça. C'est un peu devenu une fierté de se dire je prends des stagiaires et je les aide à avoir mon savoir, et surtout que grâce à ça, comme tu l'as dit tout à l'heure, vous avez tous des spécialités, là où vous êtes le plus à l'aise, qui permet aux stagiaires qui viennent avec toi de pouvoir un peu toucher aux spécialités des autres et de voir comment ils font. Les premiers stagiaires que vous avez vus, peut-être vous n'aviez pas la maturité, mais vous leur avez peut-être sauvé le diplôme, hein. Ouais, parce que c'est vrai que c'est très rigoureux à ce niveau-là. Si t'as pas de stage, voilà, il y a toujours l'arrangement avec l'établissement. Là, nous, tu vois, par exemple, on ne prend que des stagiaires à partir du BMA, parce qu'on fait exclusivement que de la montre. Parfois, on travaille sur de la montre haut de gamme. Et en fait, nous, on préfère privilégier que des BMA, parce que sinon on a peur qu'ils ne profitent pas à fond de leur stage, techniquement parlant, vu qu'ils n'ont pas assez de technicité, on a peur que voilà, ils subissent plus qu'ils profitent. Alors, nous on se met cette limite là du BMA, mais dans de rares occasions quand on a des personnes qui sont vraiment motivées, et j'en ai un de prévu cet été, et il est en première année de CAP ou deuxième année de CAP, je sais plus, mais en tout cas il est avant le BMA, et parce qu'il m'a montré qu'il en voulait, qu'il faisait déjà de la montre de son côté, qu'il avait même un site où il vendait de la montre, je l'ai capté. Tu le captes. C'est un fou de la montre. C'est quelque chose que tu captes. Ouais. Et bien exceptionnellement je lui ai dit ouais, pas de souci, on va développer ça, ouais. Et donc c'est de la confiance en soi que vous demandez aux stagiaires. Le métier d'horloger est-il toujours un métier de confiance ? Les fournisseurs qui vont fournir au niveau de l'horlogerie, ça va en soi, il n'y a pas trop de problèmes. Des fournisseurs, après il y en a plein, c'est comme des horlogers, il y en a plein. Donc si on n'est pas content avec un, on peut aller en voir un autre. Celui qu'on a, il est très très bien, il est performant. Moi personnellement je trouve c'est convenable. Il m'a déjà sorti de plusieurs petites impasses. Donc non, moi je suis satisfait personnellement. Donc effectivement il y a toute une notion de confiance, parce que parfois il va te suggérer des choses, il va te conseiller. Maintenant avec les autres il faut de la confiance, particulièrement dans notre malgré qu'on est structuré avec un système administratif juridique, un statut juridique et tout, il y a une confiance, il faut qu'il y ait une confiance, c'est sûr. Au niveau des stagiaires en soi, comme
Il y a ça, donc oui, il y a toujours une notion de confiance quelque part. Ouais. Avec le client aussi, quand il te laisse une pièce, une grosse pièce de valeur, qui te connaît pas, bon, même si sur le papier, voilà, il voit que t'es agréé, machin, et que l'atelier, que toi t'es MAF, il y a toujours une notion de confiance, parce que tu peux très bien faire des bêtises. Et donc, oui. Puis parfois, c'est des pièces de valeur, peut-être pas... Ouais. Vintage, où t'as plus de pièces, t'as plus rien, Ouais. donc il faut pas faire de bêtises. Ouais. Ouais, et quel que soit le temps que ça prendra, il faut faire confiance. Ouais, voilà, donc si. Comme quoi, ça reste un métier de confiance malgré l'ancienneté. Oui, donc on peut dire que oui. Est-ce que toi et ABH, est-ce que vous êtes un peu inquiets pour l'avenir du métier ? Est-ce que vous avez l'impression qu'il régresse ou qu'au contraire, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, qu'il y en aura toujours ? L'engouement pour les montres, de ce que j'ai compris, ça se stabilise. Je pense que ça va durer dans le temps. Non, je suis pas spécialement inquiet. La seule inquiétude, c'est je pense les marques qui de plus en plus vont se... J'ai peur qu'elles se Rolexifient, on va dire. Donc qu'elles fassent toutes comme Rolex, à se bloquer dans tous les sens, à plus laisser quoi que ce soit, à mettre des contraintes dans tous les sens. Ouais, c'est juste ça. Oui, en soi, en tant qu'horloger, il va y avoir pas vraiment de quoi s'inquiéter. C'est la seule crainte que j'ai vis-à-vis des marques. Ouais, c'est les marques plutôt qui pourraient potentiellement se refermer. Oui, de plus en plus. Mais après, hormis cela, non. Il y aura toujours cette oscillation d'embauche, débauche en Suisse. Ça, c'est depuis le début, moi de mon expérience, depuis le début que je suis à l'école, j'ai toujours entendu parler de ça. Bon, il y a toujours des nouveaux projets, des nouvelles choses qu'on voit. Non, il n'y a rien à dire, il y a juste cette petite inquiétude par rapport aux marques, mais le reste, non, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Enfin, que ça se dégrade. Je vois pas. En soi, pour toi, le métier d'horloger, ça reste quand même quelque chose de très créatif. Ce que je fais, non, c'est pas créatif. C'est créatif dans le sens où il va falloir trouver des solutions pour réparer, des idées de réparation, parce qu'on n'a pas forcément toutes les pièces et parfois il faut être créatif sur ce point-là, effectivement. Mais le reste, non, après c'est de la réparation, c'est du SAV, c'est de l'entretien. Comme pour de l'automobile ou d'autres corps de métiers mécaniques. C'est simple, c'est ça hein. C'est comparable. Comment appréhendes-tu l'évolution de ce métier pour l'avenir, autre peut-être que les marques qui vont se refermer ? On voit que sur le marché, il y a quand même beaucoup de montres digitales qui apparaissent, alors est-ce qu'elles vont prendre le dessus sur les montres Ça, c'est déjà arrivé dans les années mécaniques 80, c'est la crise du quartz. Non, là, c'est une alternative, en fait. Il y a eu plutôt le grand retour, je pense. Après, il y a eu les montres connectées, mais ça, je pense pas que ça aura autant d'impact que la montre quartz. Pareil, ça va être simplement une troisième solution, surtout quand en soi, ce sont des smartphones sur poignée, simplement. Ouais. On n'hésite pas à le dire aux gens, aux quelques personnes qui sont susceptibles de nous appeler, on leur dit bah non, c'est un téléphone, hein, c'est confectionné comme un téléphone, il n'y a rien, il n'y a que le bracelet qu'on peut changer et c'est tout. Donc non, je pense pas qu'il y aura de remplacement comme on a pu connaître dans le passé. Ouais, c'est un métier qui va perdurer. Non, je pense que ça va revenir petit à petit. Je pense que ça va se stabiliser parce que l'engouement est déjà arrivé il y a un petit moment. C'est une balance en fait, c'est... Ouais. Un coup c'est la montre, un coup c'est le quartz. Toutes les nouvelles montres là, qui sont apparues sur le marché avec les mécanismes qu'on connaît mis à jour, ce sera le vintage du futur, qu'on traitera plus tard. D'ici quelques décennies, ça va être perpétuel. Non, je pense que là, j'ai rien de flagrant qui me saute aux yeux. Quelle est ta vision de l'horlogerie aujourd'hui ? Peut-être 3 mots là, direct, qui deviendraient autre que précision. Collaboration. Ça, c'est impératif. Si on veut pouvoir tout traiter, il faut avoir du contact, il faut avoir des gens qui s'entraident. Des idées. Le métier se diversifie, il y a tellement de choses à apprendre. Il faut avoir des bonnes idées pour parfois
trouver des solutions, une alternative à une machine qui pourrait te coûter ultra cher et tu es obligé de l'utiliser. Donc ça revient à cet esprit très bricoleur qu'il faut avoir en horlogerie. Collaboration, idées, et après un peu plus personnel, pas mon expérience, mais que j'appliquerai aussi à tout le monde, parce qu'il faut vraiment... J'ai l'impression que c'est un métier qui a un cran au-dessus par rapport à ça. C'est se changer les idées, se poser, parce qu'on a cette fâcheuse tendance à vouloir aller jusqu'au bout, à rester jusqu'à pas d'heure, comme j'ai pu faire quand je fais référence à ce surinvestissement, et au point et c'est pas viable. Pour le long terme, c'est absolument pas viable. Il faut pouvoir se forcer à sortir, à penser à autre chose, parce que c'est le métier d'horlogerie, alors comme beaucoup de métiers techniques, de main, artisanales ou quoi que ce soit, ça demande beaucoup d'énergie, mais j'ai l'impression que de par le côté esthétique maintenant auquel on doit répondre, le côté technique, c'est quand même des objets qui sont réglés, qu'on doit régler de telle sorte à ce qu'elles prennent quelques secondes par jour, qu'elles soient fiables sur n'importe quelle position, voilà, donc c'est quand même un outil qui demande beaucoup de rigueur. J'ai l'impression qu'il y a quand même un cran au-dessus en termes d'investissement. Le fait que je t'ai dit, parfois en horlogerie, il nous arrive de faire de l'horlogerie, le fait qu'on ait la tête un peu partout, en plus au-delà du métier à proprement parler, tout ça fait que je pense que c'est un métier à part entière où il y a encore plus d'investissement, toutes les pannes, le côté vintage aussi, où tu as la menace d'une pièce qui casse toutes les 3 minutes, à tous les recoins, et qui peut coûter cher, te coûter la journée, alors que tu étais censé faire des bénéfices. En fait, tu perds de l'argent, tu vois. Donc tout ça, donc vraiment, c'est quelque chose auquel je pense, se sortir la tête, ouais. Savoir faire la part des choses, et à un moment donné, même si on nous harcèle derrière, si on veut être efficace, si on veut continuer à donner la même qualité de travail, il faut pouvoir se sortir. Ouais, savoir mettre un stop entre la vie professionnelle et après la vie privée, où là, c'est faut très important. Juste décompresser. D'autant plus important. Ouais. Ok. C'est un métier à problème. Ouais. Vraiment. Mais on aime quand même en soi. Ouais. C'est pour ça, parfois j'aimerais bien juste être salarié. Et c'est vrai que ça, déjà ce serait un point en moins. Mais bon, j'apprécie quand même. Je suis content. Vraiment, je suis content. Eh bien, merci beaucoup pour tout ça. Et donc nous sommes maintenant sur le segment tic au tac, donc des questions rapides avec des réponses brèves. Première question. Est-ce que tu préfères la pendulerie ou la montre ? La montre. Ok. Quelle marque de montre ou pendule préfères-tu ? Casio. Que penses-tu de l'horlogerie actuelle ? C'est encourageant. Ok. Préfères-tu la restauration ou la création ? La restauration. Est-ce que pour 500 000 € de chiffre d'affaires, tu es prêt à changer des piles pendant 1 an ? Oui. La pire anecdote pendant une révision ? Trouver une encre cassée en pleine révision d'un chrono type 20. Oh là. S'il fallait en choisir que une, quelle montre choisirais-tu ? Manivada. Est-ce que si Burdigala perce, veux-tu mettre de côté platine pour te concentrer à 100% sur Burdigala ? Non. Ton emploi de rêve ? Faire de la mécanique. Ok. Ton avenir de rêve ? Faire moins de mécanique. Est-ce que tu préfères l'usinage ou le montage ? L'usinage. La difficulté du MAF sur 10 ? Le MAF, je dirais 6-7. Ok. Le top 3 de tes modèles préférés de montres ? Oula. Des Just, alors plutôt j'apprécierais davantage le modèle Explorer pour le côté un peu outdoor, passe-partout.
Ensuite, Gégère Reverso, c'est très très joli. Et ensuite, j'adore la Cartier Tank, la simplicité de la Cartier Tank. Ouais. Et pour terminer, les 3 marques qui ont un réel intérêt et qui méritent de percer à tes yeux. Alors pour la marque française, je dirais Yema, parce que ils montrent qu'ils en veulent. Ils ont juste le SAV à améliorer, mais hormis ça, ils ont beaucoup de créativité et ils ont de l'envie, ça se voit. En seconde marque, alors c'est tout bête, je vais revenir sur Nivada, mais parce que ce fut une belle découverte. Et je vois qu'ils ont interprété leurs anciens modèles très justement, et je me dis, s'ils font de la création, ils pourraient réussir à faire de belles choses. Et après Saint-Péray-Duc, parce que c'est plus local, c'est français aussi, et c'est unique en son genre, parce qu'ils valorisent vraiment des produits de patrimoine industriel en y ajoutant en plus un design atypique. Et ça marche, ça fonctionne, et j'adore. On ne peut qu'encourager ce genre d'initiative. Ouais. Super, merci beaucoup. Avec plaisir. Retrouvez les actualités d'Edwin Sicoli sur son site platine-atelier.fr ou sur son Instagram platine-mérignac ou atelier-bordelais-horlogerie. Il propose un SAV multimarque, de l'assemblage et des conseils clients. Et n'hésitez pas à retrouver les actualités de la relève horlogère sur le compte Instagram du même nom et du lycée professionnel Marcel Dassault sur le site lycéedemérignac.fr.